bienvenue dans cette nouvelle table ronde des 24 heures pour rebondir au féminin avec mes invités Amel Kefif, Sarah Talaiti et Farah Maroundou. Bienvenue, soyez les bienvenus. Nous démarrons avec un léger petit retard cette nouvelle table ronde qui a pour thème les réseaux d'échange. C'est un deuxième volet parce qu'il y a fort à dire effectivement sur ces réseaux d'échange. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Amel Kefif. Vous êtes directrice générale, ex-chef de cabinet du secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Et avec Elle Bouge, c'est à la fois la formation, le partage d'expériences et la convivialité. C'est ce qui vous motive effectivement dans votre structure Elle Bouge. Alors expliquez-nous, c'est en 2005 que tout commence en fait, cette histoire où vous souhaitez évidemment qu'il y ait davantage de filles, de femmes à la fois dans les circuits d'études, chez les lycéens, les étudiants et même les collégiens, on va en parler aussi, et pour que les femmes soient bien mieux reconnues, intégrées dans les filières et dans les entreprises qui sont des entreprises technologiques, techniques, où on a besoin effectivement de techniciennes et d'ingénieurs dans ces différentes entreprises. Alors expliquez-nous un petit peu comment c'est né, la genèse en quelques mots, et là où vous êtes aujourd'hui en fait. Alors, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Elle Bouge en fait est née à la demande de DRH, de groupes industriels, qui avaient un besoin de féminiser des départements entiers dans des industries stéréotypées masculines et dans des fonctions de techniciennes et d'ingénieurs. Mais c'était quoi leur demande vraiment? C'était pour travailler sur la parité? C'était pour travailler déjà sur la mixité. Sur la mixité. Travailler sur la parité. Oui, déjà, oui. Voilà, absolument sur la mixité, parce qu'on sait que des équipes mixtes, c'est des équipes plus performantes. On a besoin de l'œil des femmes aussi, et surtout les filles dès le collège, dès le lycée et dès les études supérieures ne sont pas attirées par les industries, abandonnent, ce qu'on disait, plus facilement, plus naturellement, les maths et les sciences dès la première. Donc l'objectif, c'est de féminiser ces industries. Donc quand Elle Bouge est née, c'était le BTP, le ferroviaire, l'automobile, l'aérospatial, qui comptait aucune femme, et ça c'est pas normal, alors même qu'il y a 28% de filles, au moins d'ingénieurs, qui sortent des écoles. Donc notre objectif, c'est de susciter l'intérêt des jeunes filles pour les filières et carrières de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciennes et technologiques. Alors pour ça, comment on fait? Parce que c'est un sujet qui est quand même pas facile. L'objectif, c'est de déconstruire les stéréotypes autour de ces métiers, autour de ces filières. Et donc, si les filles n'y vont pas, c'est parce qu'elles ne se projettent pas. Il n'y a pas de modèle identificatoire, donc les rôles modèles. Alors, on a parlé justement tout à l'heure dans les autres tables rondes des rôles modèles, du rôle du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice en fait. Et justement, comment on arrive à déconstruire ça? Comment on arrive à lutter contre ça? Alors nous, c'est notre réseau, c'est 9000 bénévoles en France et dans le monde, composés de marraines. Donc les marraines, ce sont des femmes qui ont toutes un background académique de sciences, d'ingénieurs, de techniciennes ou tech. Et qui vont les prêcher la bonne parole? Absolument. Ouais, c'est ça. Alors, qui vont prêcher la bonne parole, mais au-delà, elles vont même témoigner de leur parcours, de leur parcours académique, de leur parcours professionnel, de leur carrière épanouissante, de la passion qu'elles ont pour leur métier, qui peut paraître masculin et pourtant pour lequel ils sont totalement ouverts aux filles. Donc en fait, par ces simples témoignages, on déconstruit des stéréotypes. Je vais vous donner un exemple. On participe à la Semaine de l'Industrie depuis 11 ans. On fait partie du comité de pilotage national. Et on avait organisé une visite chez Plastic Omnium, qui est entre autres leader de la fabrication de poubelles en plastique, mais surtout de réservoirs à essence en plastique. On a envoyé donc nous on mobilise les collégiennes, les lycéennes, les étudiantes. Donc on a organisé cette visite avec une classe de jeunes filles de 3e. Donc quand on leur a dit on vous emmène découvrir l'industrie automobile, la fabrication de réservoirs à essence en plastique, le taux d'intérêt, de glamour
l'amour, c'était pas gagné. Mais bon, donc ça s'est organisé avec et la documentaliste du collège et la proviseure. Et lorsqu'elles sont arrivées, en fait, le stéréotype qu'elles avaient ancré, ça a été on va visiter une usine, parce qu'on leur avait juste parlé de secteur automobile, des femmes en combi, les mains dans le cambouis, la tête dans le moteur. Donc elles sont arrivées dans leur magnifique siège social à Levallois-Perret, et ce sont 7 marraines, techniciennes et ingénieurs qui ont accueilli ces jeunes filles. Qui travaillaient dans l'entreprise? Qui travaillaient, oui, absolument, oui, des marraines de Plasticomnium, oui, absolument. Et donc, qui étaient habillées comme vous toutes aujourd'hui, hein, donc normalement, enfin en tout cas pas en combi. Et en quelques secondes, le stéréotype a été déconstruit parce que la première réaction de ces filles de 3e, ça a été de dire waouh, elles sont belles. Et donc, elles ont vraiment pu se projeter. C'est l'image préconçue qu'elles avaient voilà. Qui est construit, univers. Qui est relayé par les médias, les parents aussi, hein, tous les prescripteurs d'orientation, les professeurs. Donc on vient vraiment déconstruire tout ça. Alors depuis 2005, il y a eu tout un parcours et de nombreuses entreprises, nombreuses grandes entreprises industrielles vous ont rejoint, ont été séduits par cette démarche. Ils ont été séduits, ils sont convaincus du modèle d'action. On a plus de 300 partenaires, donc on compte la majorité des entreprises, en tout cas des industries françaises. Des grosses entreprises, hein, il y a Airbus, etc. qui font partie. Oui, alors dans les secteurs, voilà, que ce soit la défense spatiale, l'automobile, toute la tech. Hein. Et aujourd'hui, on a même une recrudescence de demandes de partenaires qui viennent du monde de la banque et de l'assurance pour toute la partie Women in Tech, hein, donc toute l'IT qui compte pas assez de femmes, notamment aussi pour l'intelligence artificielle. Et on va venir déconstruire le stéréotype même de c'est quoi travailler dans l'informatique, c'est pas être un geek. Oui. Alors parce qu'on parlait justement du rôle modèle, avec ces actions, au fur et à mesure, voilà, les rôles modèles arrivent. Enfin, c'est tangible et donc c'est une espèce de spirale positive qui peut se mettre en route en fait. Oui, non, c'est complètement un cercle vertueux. En fait, chaque marraine est au moins un rôle modèle pour au moins une jeune fille dans l'année. Elle participe de manière volontaire. Si elle participe pas dans l'année, c'est pas grave. Elles participeront selon leur emploi du temps. Et effectivement, ce sont des rôles modèles accessibles sur lesquels on peut se projeter. Oui, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Faut pas que ça soit quelque chose de complètement la Wonder Woman ou cette justement cette jeune femme qui va devenir astronaute. Oui, c'est un peu inatteignable quelque part. Mais là, c'est vraiment des profils de techniciennes, d'ingénieurs qui travaillent dans ces milieux. Oui, exactement. L'astronaute, en fait, effectivement, c'est exceptionnel parce que c'est une pour je ne sais combien de milliers, voire millions de femmes qui essayent de devenir astronaute. Mais ce qu'elle va venir apporter, c'est elle va venir désacraliser aussi tout cet univers qui n'est pas réservé qu'aux hommes. Et c'est quoi le monde du spatial derrière? Parce qu'avant de se lancer c'est ce qu'on leur apprend aussi, c'est qu'avant d'arriver à une fusée, qu'est-ce qu'on construit avant d'avoir une automobile? Quels sont tous les métiers? C'est ce qu'on vient faire découvrir à toutes ces jeunes filles. Donc, nombreuses écoles d'ingénieurs et aussi beaucoup de ministères aussi sont à vos côtés, je dirais, dans cette démarche, dans cet élan pour faire avancer les choses. On a une action institutionnelle très très forte, hein, donc avec des auditions à l'Assemblée nationale pour travailler sur les projets de loi, les propositions de loi, ou voire même des réformes. Malheureusement, pas la réforme du bac parce qu'on aurait évidemment mis un no-go sur supprimer les maths du tronc commun qui a complètement détruit 25 ans d'efforts. Aujourd'hui, on a moins 67% de filles qui continuent à faire des maths et des sciences au bac. Donc c'est moins 67% qui vont pouvoir prétendre à entrer pas que en école d'ingénieur, hein, c'est même en BTS, en IUT, en bac pro. Hein, donc c'est vraiment toute une filière et c'est donc moins 67% de filles sur le marché du travail. Là on voit vraiment beaucoup de jeunes filles se disent les maths, moi je vois pas ce que je vais y faire quoi. Ouais, en fait, elles comprennent pas pourquoi. Alors qu'elles sont bonnes. Alors qu'elles sont meilleures que les garçons. Alors qu'elles sont meilleures. C'est les résultats. Voilà, il y en a moins, mais exactement, c'est paradoxal. Pourquoi on agit aussi au niveau des écoles de l'enseignement supérieur et les écoles sont nos partenaires aussi. C'est parce que les filles vont faire des études d'ingé ou de techniciennes, mais elles vont pas forcément aller dans des industries qui leur paraissent masculines. Et elles vont continuer. Alors au pire, ça va être en marketing, en RH, alors qu'elles sont ingénieures, et donc continuer dans l'agroalimentaire, la chimie, tout le secteur pharmaceutique, médical, qui lui est stéréotypé féminin.
Donc il faut susciter l'intérêt, susciter des vocations, des envies pour rentrer dans ces filières, dans ces métiers. Alors vous avez, il y a combien de marraines là dans le monde? 7700. 7700 marraines qui sont un peu partout dans tous les secteurs. Dans absolument tous les secteurs, oui, absolument tous les secteurs qui demandent des talents féminins dans tous les pays du monde. Et on a également des relais. Donc les relais, on a 1500 relais, parce que évidemment, pour atteindre l'égalité, il faut, en tout cas pour prétendre à l'égalité de droit, intégrer les hommes également. Ça, on en est absolument convaincus. Donc les relais, ce sont des hommes qui ont aussi un background académique de sciences, d'ingé, de tech, et qui, comme les marraines, vont témoigner de la nécessité d'avoir des filles dans leur équipe, d'avoir des filles dans les écoles et dans les études supérieures. Et alors, vous me disiez, les chiffres sont quand même, malgré tous ces efforts, ces chiffres sont pas forcément très bons. Il faut continuer le combat, il faut se battre, continuer à se battre. Oui, il faut continuer à se battre. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a été invités toutes aujourd'hui. En tout cas, je fais des conférences quasiment tous les jours sur ce sujet. Le nombre de partenaires qui veulent devenir, le nombre de sociétés qui veulent devenir partenaires d'Elle Bouge ne cesse de grandir. On a des listes d'attente. Le nombre d'associations aussi qui se créent. Parce que vous avez beaucoup de bénévoles. Enfin, on parle des marraines, mais il y a aussi des bénévoles qui sont à vos côtés pour exactement. Aussi, alors les marraines sont, en tout cas, tout le monde est bénévole chez Elle Bouge. C'est une communauté de 9000 personnes, et on a également des délégations régionales. Donc c'est pour avoir des actions locales et une animation de réseau assez importante pour répondre aussi aux demandes des préfectures, des proviseurs directement, des départements. Donc 25 délégations régionales et également à l'international. Alors à l'international, on a des marraines partout et on arrive à agir. Et aujourd'hui, on est en train de créer effectivement des délégations internationales. Il y en a 2, une au Maroc et une en Belgique, parce que le nombre de partenaires, de marraines et de demandes est tel dans ces 2 pays qu'on a besoin de structurer avec des bureaux. Et là, il y en a d'autres qui vont arriver en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Alors pour ces 2 pays, c'est pour particulièrement faire la promotion des métiers autour de la préservation de l'écosystème local. Donc en Nouvelle-Calédonie pour la protection des mers, en Polynésie également la protection de tout le système, et au Brésil et en Espagne pour les prochaines. Alors une dernière chose, en fait, il faut aller, vous le disiez, peut-être encore plus loin, et aussi sensibiliser les plus jeunes encore dans les collèges. C'est ce que vous mettez en place. Alors, dans les collèges, on le fait déjà à partir du collège. Et même dans les écoles primaires. Exactement, en élémentaire. Ça depuis novembre 2022, j'ai lancé le projet Elle Bouge en primaire. Et là aussi, parce qu'on est persuadé que plus tôt on va déconstruire les stéréotypes et plus tôt on atteindra une égalité, ou en tout cas une mixité naturelle dans la tête des enfants. Là, c'est un projet qui est complètement à part, qu'on a construit en tout cas avec les professeurs, avec des projets pilotes d'envergure, et on va s'adresser à l'ensemble de la classe, filles et garçons, et avec un jeu de cartes qu'on a créé. Et à la fin d'une après-midi avec 2 marraines, ils ressortiront de là en se disant il n'y a pas de métier de filles, il n'y a pas de métier de garçons, il y a des métiers tout court. Donc on va parler des facteurs, factrices, infirmiers, infirmières, et en terminant par ingénieur. C'est quoi être ingénieur, évidemment. Ensuite, cette même classe, on l'emmène lors d'une visite sur un site, un chantier, un siège social, où nos marraines créent des parcours de visite, et là, ils vont découvrir le monde de l'entreprise. Et la 3e et dernière étape avec cette même classe, c'est la restitution en classe, avec tous les élèves qui auront travaillé sur des dessins ou des objets avec leur instituteur ou institutrice, le personnel enseignant et les parents, pour influencer les prescripteurs d'orientation et qu'ils puissent écouter leurs enfants parler de ce qu'ils ont vu, comment ils ont compris et comment ils se perçoivent. Alors un dernier point, avant de passer à l'histoire extraordinaire de Farah, c'est vous attaquez aussi le monde du jouet. Alors expliquez-nous un petit peu. On ne l'attaque pas. Gentiment. Non, alors, en tout cas, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail qui a commencé. De longue haleine, à mon avis, mais enfin bon. Là, c'est le. Alors expliquez-nous rapidement. Là, c'est à la demande du ministère de l'Industrie, qui nous a demandé de participer à la création de la charte des jouets pour engager les fabricants et distributeurs de jouets à dégenrer le jouet scientifique, et pour les distribuer
distributeurs à dégenrer les rayons. Donc on arrête de faire des rayons roses, des rayons bleus. Ça c'est fini, on verra plus ça. Bien sûr que vous le voyez encore. Bon. Non, il suffit de prendre les catalogues de cette année, ouais. C'est flagrant. Ouais, moi j'aimais bien les camions pour les garçons et puis les poupées pour les filles. J'en reste sans voix. Non. Non, c'est pas. En fait, ce qui est assez insupportable, c'est que que ce soit les rayons ou les boîtes, en fait. Et on parle bien du jouet scientifique. Vous avez des jouets scientifiques pour les filles, et ça va être la fabrication des savons, la fabrication des petites perles, et tout est rose. Et le microscope ou la fabrication des volcans, la boîte est bleue. Il n'y a qu'un garçon. Donc, mettez les deux ou n'en mettez pas du tout, mais décolorez, en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes allé voir la Fnac, vous êtes allé voir Mattel, enfin toutes les grandes marques. En fait, ils ont été une troisième pour être sûr de ne pas être embêté par la publicité. Mais Lego, par exemple, mais c'est ça. Vous allez voir, vous faites véritablement une démarche vis-à-vis de ces fabricants pour les sensibiliser au Alors sujet. Là, c'est vraiment c'est le gouvernement qui les invite, qui les invite à engager, qui les invite à signer cette charte co-construite avec plusieurs associations. Il n'y a pas que Elle Bouge. C'est vraiment un intérêt général, un travail commun. Et donc là, on vient leur expliquer pourquoi c'est important, quelle est l'incidence, tout ce que je viens de vous expliquer, pour qu'ils comprennent qu'en fait, tout commence dès le plus jeune âge, même dès le ventre de la maman, et donc il faut absolument qu'ils comprennent que le jouet scientifique, et ils perdront pas plus de parts de marché, voilà, il est acheté par les grands-parents, par les parents, par toute la famille, et que même eux, il faut pouvoir les engager à pousser les enfants, quels qu'ils soient, vers les jouets scientifiques. Votre message est passé, en tout cas, j'espère qu'il sera passé haut et fort pour que les choses puissent changer. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reviendrai si on a encore un tout petit peu de temps avec des dernières questions. Alors, femme battante. Farah, alors là, mesdames, messieurs, j'aimerais que vous écoutiez très rapidement ce parcours un peu extraordinaire. Alors, je le fais court, mais comme ça vous permettra de parler de femme battante. Mais alors, vous avez un parcours étonnant. Vous êtes fille de diplomate, donc vous avez été amenée à voyager beaucoup. Vous vous retrouvez assez jeune au Gabon, où vous vivez une expérience géniale, celle d'animer une émission télé, pour les jeunes à Libreville. Et puis un nouveau voyage, vous arrivez en France, je fais court, il s'est passé quelques années, et puis vous souhaitez devenir, alors là c'est extraordinaire parce que vous souhaitez devenir évidemment la nouvelle Claire Chazal de la télévision, c'est ça, mais là c'est le drame, comme on dit, parce que ça ne va pas fonctionner exactement comme vous le rêviez. Dites-nous pourquoi ça n'a pas fonctionné. Déjà, bonsoir à tous. Merci au Second Souffle de m'avoir invité, au MEDEF de m'accueillir ici. En fait, je voulais être la Claire Chazal. Je me dis, bon, elle va prendre de l'âge, je vais prendre sa place. Mais on m'a dit, t'as pas fait Sciences Po, t'as pas de réseau, t'es grosse, t'es black. Donc là, ça va pas être possible, renonce. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était en 2004-2005. J'avais pas cet état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai renoncé. Tout simplement. Et c'est de manière fortuite que je me promène dans les rues de Lyon. Et j'ai une copine qui me dit, accompagne-moi à déposer des livres à ma mère. Je l'accompagne et je tombe sur un établissement où il y a plein de personnes âgées dans une salle en fauteuil roulant. Donc j'avais une vingtaine d'années, je croyais qu'on tournait un film. Donc je prends la pause en me disant, je vais être figurante dans ce film ou dans ce documentaire. Mais hélas, c'était véritablement une maison d'accueil pour personnes âgées. Et donc, avec justement mon enfance de diplomate dans tous ces pays, je n'avais jamais été confrontée à ce type d'expérience, d'être au milieu de personnes âgées dépendantes. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils sont âgés, vous les enfermez dans un... Pourquoi? Et donc, à partir de ce moment-là... là, vous avez démarré très, très bas. C'est ça. Donc, dès 2004, j'ai dit, bon, écoutez les gars, je vous laisse faire. Moi, je vais tout faire pour diriger une maison comme ça. Je leur mettrai de la musique, je leur mettrai de la joie. Et donc, à ce moment-là, je décide de devenir directrice d'EHPAD. Je demande comment fait-on pour devenir directrice d'EHPAD. On me dit, il faut être cadre de santé. Je dis, comment fait-on pour être cadre de santé? Il faut être infirmière. Je dis, écoutez, comment on me refuse chez TF1? J'ai commencé comme dame de ménage. Alors, vous démarrez comme femme de ménage. Parce que je me suis dit, avant de prendre un poste à responsabilité, il faut comprendre comment ça marche. Comment ça marche, parce que quand même, il s'agit de la vie humaine, il faut pas déconner.
Donc, je commence comme dame de ménage et je vois qu'il y a toute une sociologie quand même autour de la personne âgée. Les crocs ne sont pas tous de la même couleur, les blouses ne sont pas toutes de la même couleur. Donc, j'évolue avec le concours d'aide-soignante parce qu'en France, on aime bien les concours. Les différentes étapes, les concours, les degrés. C'est ça. Donc, le concours d'aide-soignante, le concours d'infirmière, le concours de cadre de santé, le concours pour entrer à l'EHESP à Rennes, où je suis en train de valider mon CAFDES. Et le 2 décembre 2021, j'ai signé un contrat pour être directrice d'EHPAD. Applaudissements, mesdames, messieurs, quand même, c'est extraordinaire. Voilà. Incroyable parcours. Et donc, vous êtes directrice d'EHPAD, mais vous vous arrêtez pas là. Non. non. Parce que vous avez d'autres projets aussi. Vous allez nous en parler aussi après. Mais vous êtes là surtout pour nous parler d'un réseau et vous créez Femmes Battantes. Pourquoi ? Exactement, parce que j'ai pas l'impression d'être plus intelligente qu'une autre, mais je me suis rendu compte qu'autour de moi, beaucoup avaient des idées, mais elles n'osaient pas franchir le pas, parce que ce qu'on a dit tout au long de cette journée, c'est victime du syndrome de l'imposteur, autocensure, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une petite idée d'entrepreneuriat, mais elles vont le faire juste pour elles et commercialiser leurs produits à leurs voisines, aux membres de leur famille, ou elles n'oseront pas franchir le pas d'aller vers la CCI ou vers les réseaux d'accompagnement vers la création d'entreprises. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour mes 40 ans, donc j'ai invité des personnes avec qui j'étais dame de ménage, mais aussi des gens de mon nouveau réseau, de cadres, de chefs dirigeants, habitants dans les Monts d'Or. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable synergie qui s'était créée, une véritable dynamique de groupe. Moi, j'étais toute seule devant mon gâteau et tout le monde était en train de signer des contrats de partenariat, de collaboration. Et je me suis dit, ce serait intéressant de la faire, de créer ce genre d'événement à une échelle beaucoup plus grande, de telle sorte que plusieurs d'entre nous, des femmes en l'occurrence, puissent rencontrer des personnes, parce que je crois que tous ici nous serons d'accord sur le fait que le développement se fait aussi par l'intermédiaire de rencontres. On rencontre souvent une personne qui nous oriente vers tel ou tel réseau, qui nous fournit telle ou telle information. Bien sûr. Donc l'idée, c'était ça, de créer Femmes Battantes, un réseau d'affaires, un réseau social réel, si on se voit réellement, et aussi une plateforme où, comme vous le savez, je viens du médico-social, où on peut orienter les porteurs de projets, les jeunes créateurs et même les chefs d'entreprise vraiment assez mûrs pour pouvoir les orienter vers les profils et les actions qui les correspondent. Alors, vous organisez des événements. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu les temps importants, en fait. Alors, nous avons 2 événements chez Femmes Battantes. Nous avons déjà 2 séminaires qu'on organise 2 fois par an parce que c'est chronophage. Nous sommes toutes bénévoles. Donc, le séminaire, en fait, il se déroule en 3 temps. Il y a un premier temps où les porteurs de projets et les jeunes créatrices, il y a des jeunes créateurs aussi parce que je peux le dire, chez Femmes Battantes, il y a aussi des hommes, ils viennent exposer leurs produits, que ce soit des produits de la création, un matériel ou des produits de service aussi. Et il y a un deuxième temps qui attire le plus en plus de monde. On a parlé tout au long de cet après-midi de rôle modèle. Ce sont des égéries qu'on va chercher sur le terrain, principalement à la FCE, qui viennent témoigner de leur retour d'expérience, qui viennent dire, mais écoutez, moi j'ai commencé comme ça, moi j'ai commencé comme dame de ménage, moi j'ai commencé, j'avais 1 euro, j'avais 2 euros, j'ai rencontré un tel, j'ai fait ceci, je suis rentré dans tel réseau, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce qui permet en fait aux participants de déconstruire en fait tous ces stéréotypes, tous ces préjugés qu'on a autour de l'entrepreneuriat, de la formation et de la reconversion professionnelle. Donc, et après, pour les rendre encore plus accessibles, on organise ce qu'on appelle des speed dating pro ou en binôme. On se rencontre réellement, je te donne, tu me donnes, nous avançons. On se pose quelques questions, c'est-à-dire quel est ton projet, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que ce soit vraiment concret. Et l'autre événement que nous organisons le 3e samedi du mois de juin, c'est ce qu'on appelle le Bal des Lyonnaises, parce que nous sommes originaires de la ville de Lyon, la plus belle ville de France. Je vais me faire huer, mais c'est pas grave. Vous êtes des femmes et vous aimez bien danser aussi. Oui, voilà. Et en fait, nous organisons un dîner de bienfaisance pour lever des fonds qui nous permet d'octroyer une petite bourse de 500 € à 3 projets qu'on estime méritants. Voilà. Applaudissements aussi pour ça quand même. Alors, aujourd'hui, vous avez 72 adhérentes à peu près, c'est ça ? Oui, à l'état J, j'ai vérifié encore ce matin, nous sommes 72. 72, le chiffre était bon. Ça me fera 8 points. Alors, 40 à 50 personnes lors des événements à peu près, c'est ça, en moyenne ? Oui, c'est ça, parce que nous insistons sur le fait que les égéries, comme on les appelle, puissent échanger avec les participants au séminaire. Si on est trop nombreux sur une après-midi, vous faites le calcul, si on estime un temps d'échange à 5 à 10 minutes, ça peut pas être faisable si on est beaucoup trop nombreux. Donc, en général, on tourne autour de 40 et 50 participants par séminaire.
D'accord. Alors, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, évidemment, et que vous pouvez rencontrer bien sûr des difficultés. Les hommes, vous les acceptez dans votre réseau ou pas? Bien sûr, chez Femmes Battantes, la vice-présidence est occupée par un homme, Sylvain Mazot, que je salue. D'accord. Alors, vous parlez également du syndrome de l'imposteur. On en a parlé tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui est évoqué évidemment chez vous, et vous luttez contre ça. Oui, vous savez, on m'a dit Claire Chazal. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Claire Chazal et elle me dit, j'ai pas fait Sciences Po. Donc voilà, j'ai vécu toutes ces années avec ce syndrome de l'imposteur en me disant je peux pas reprendre mon activité des médias parce que j'ai pas fait Sciences Po, alors qu'elle-même n'a pas fait Sciences Po. Elle vous a dit qu'elle n'a pas fait Sciences Po. Voilà, elle n'a pas fait Sciences Po. Donc aujourd'hui, je me dis il est pas trop tard. Je peux aussi très bien, ce que je dis en fait à ces femmes-là, aux participants des séminaires, c'est que tout est possible à celui qui croit, déjà. Je veux dire, il y a 17 ans en arrière, je rentrais dans une maison de retraite, je ne connaissais absolument rien. Aujourd'hui, je suis directrice d'EHPAD, donc vraiment, j'ai pas l'impression d'être plus, faut relativiser, mais que, je veux dire, c'est parce que j'ai été accompagnée et aussi, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes chez nous. Si on n'a pas les moyens de vous accompagner concrètement, on va vous orienter vers des réseaux, vers des instituts qui peuvent mieux répondre à vos besoins que nous. Vous n'êtes pas seul, mais si vous avez une idée, allez au bout de votre idée, concrétisez-la. Et puis au pire, si vous êtes tombé, on s'en relève parce qu'on est des phénix. Voilà. Super, merci beaucoup. Et on reviendra peut-être sur votre nouveau projet, parce que vous avez... il faut le dire, après avoir fait tout ce parcours, vous avez encore un projet, celui de créer une entreprise. Sinon, je ne serais pas là. Je me dis, c'est le bon endroit pour avoir des contacts et aussi des conseils pour pouvoir concrétiser ce projet. Je veux dire, je suis encore jeune, d'accord ? Je suis encore jeune, donc je me dis, le directrice d'EHPAD, c'est fait. Maintenant, comme dirait George Waters, qu'est-ce que je peux faire de plus pour mettre à profit mes connaissances au service du grand âge? Quelle énergie, c'est super. On vous souhaite tout le succès que vous méritez pour ce prochain projet. Et s'il nous reste un peu de temps, vous allez peut-être nous en dire un petit mot. Alors, je vais laisser la parole maintenant à l'invitée suivante, Sarah Taleiti. Vous êtes directrice des opérations de Willa. Alors, Willa, révèle le pouvoir de toutes les femmes par l'entrepreneuriat. Alors, vous accompagnez les femmes entrepreneurs, innovation et start-up également, hein, c'est ça. Et puis, vous militez pour la parité. Alors, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne votre structure. Alors, on est une association. C'est une association. Loi 1901, donc on est purement non-profit. L'idée derrière Willa, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de mixité et de la parité au sein de l'écosystème innovant et start-up. Donc, on a deux gros pôles d'activité. Une partie qui est plutôt militante, plaidoyer, et on intervient, comme elle bouge, auprès des institutionnels pour faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Donc, c'est par des opérations, par des actions de communication ? Alors, il y a des actions de communication, il y a des actions de plaidoyer, on participe à des tables rondes, on participe aussi lorsqu'on est appelé par le gouvernement à la rédaction de guidelines, à la rédaction d'études pour mettre en œuvre aussi des textes de loi qui soient en accord avec, qui lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, notamment au niveau de l'entrepreneuriat et notamment sur l'accès au financement. Donc ça, c'est une partie de notre activité qui est à la fois du plaidoyer, des actions de communication. On a fait un gros travail sur le 4 novembre, qui était le jour où les femmes arrêtent de travailler. Donc, pour rappel, il existe encore 15,8% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Et je vais pas vous dire au profit de qui, vous le savez. Profit des femmes. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a fait une campagne de communication derrière pour expliquer à quel point ça avait un impact aussi sur l'entrepreneuriat. Notamment parce que les femmes, elles gagnent moins. Donc elles épargnent moins et elles ont moins de capital, de patrimoine de départ pour lancer leur projet. Et on sait que plus un projet il est financé au départ et plus il a de chances de succès. Par exemple, un projet qui a 40 000 € de capital social au tout début,
eh ben, il a 60% de chances d'être encore actif 5 ans après. Et plus on monte, plus le pourcentage est élevé. Donc il y a cette partie d'activité, et puis on est un incubateur. Donc on accompagne les projets qui sont portés par des femmes. Donc Farah, tu es la bienvenue. Et ça va de l'émergence jusqu'à la croissance. On accompagne de 0 à 3 ans d'activité. On accompagne à peu près 500 femmes par an aujourd'hui, 380 femmes au niveau de l'émergence et 120 profils start-up. Émergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir envie de se lancer, on peut hésiter parce que on ne sait pas si son projet va pouvoir se développer, parce qu'on connaît pas aussi ce qu'est le métier d'entrepreneur. On a toujours en tête les super success stories à la Steve Jobs qui ont monté leur boîte dans leur garage, etc. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. Et donc, nous, on considère qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. Donc, on délivre des compétences. Et l'émergence, c'est quelques semaines pour aider des futurs entrepreneurs à déployer, en fait, toutes leurs compétences et à comprendre ce qu'est le métier. Donc, à la fois sur la posture, d'être chef d'entreprise, et à la fois également sur les compétences hard skills, donc faire son business plan, comprendre ce qu'est un business model, etc. Et entrer dans tous ces langages et ces verbiages qui sont pas forcément connus quand on a passé 20 ans dans une entreprise, ou quand tout simplement on a été freelance ou autre. Donc ça, c'est sur la partie émergence. Et puis sur la partie accélération et croissance, on va aider les projets qui sont en cours de développement, ou les startups qui ont déjà une traction sur le marché, à se déployer, à se développer, à avoir un réseau. Parce que je pense que s'il faut retenir quelque chose de ce type d'événement, c'est la notion de réseau et l'importance du réseau pour les femmes entrepreneurs. Et nous, ce qu'on fait chez Willa, c'est créer des mouvements de femmes entrepreneurs qui sont fédérateurs, et pour lesquels en fait elles sont elles-mêmes des ambassadrices. Donc va y avoir un réseau de femmes dans la fintech, va y avoir un réseau de femmes dans la femtech, et Willa, c'est aussi un mouvement dans son ensemble de femmes entrepreneurs. Et c'est extrêmement important d'aider les femmes sur le déploiement de compétences, mais aussi sur le networking et sur le réseau qu'elles peuvent avoir en rentrant chez nous. Alors, vous avez des événements Figito aussi, et il faut le préciser. 20% des Willa qui vous suivent sont en dehors de Paris. Alors, ce portail d'accueil s'appelle Hello Willa, c'est ça? Alors, notre site internet s'appelle Hello Willa. Ouais. On a des ateliers collectifs le mardi et le jeudi qui sont disponibles pour la modique somme de 5 € à toutes les entrepreneurs de France. L'idée, c'est que on met un prix pour permettre d'éviter le no-show. On sait tous ce que c'est quand on organise des événements, à quel point c'est compliqué d'avoir tout le monde qui est présent. Et après, on a des programmes en physique, donc des personnes qui viennent à l'incubateur, et des programmes en digital. L'idée, c'est de pouvoir toucher toutes les entrepreneurs où qu'elles soient. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'accompagnements qui sont proposés au sein des capitales et des métropoles. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aussi donner l'opportunité à une entrepreneur qui est au fin fond de la Bretagne, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, qui n'a pas forcément envie ni les moyens de se déplacer vers un incubateur tous les jours, notamment parce qu'elle a une vie personnelle à gérer, que ce soit une vie familiale ou autre. Et l'idée, c'est de proposer des programmes qui sont accessibles. Il y a des vidéos, c'est ça? Ouais. Il y a un certain nombre de choses, des exercices aussi que vous proposez. En fait, c'est une plateforme avec un parcours. Nous, on existe depuis 2005, donc on a toute une méthodologie qui a été développée. On fonctionne comme une start-up, on se renouvelle constamment. On applique les conseils qu'on donne aux start-up, donc de se tester, d'aller voir ses utilisateurs, de collaborer, de co-créer. Et donc, on collabore avec les start-up qu'on accompagne, on crée des programmes en fonction de leurs demandes, de leurs besoins. On les modifie au quotidien, et donc en gros elles ont accès à une plateforme avec un parcours, avec des ateliers qui sont toujours, même s'ils sont en distanciel, en synchrone, parce que pour nous c'est extrêmement important qu'elles aient l'opportunité de poser leurs questions. Après, elles ont des petites vidéos, mais aujourd'hui nous on essaye de
pareil, de fonctionner comme Brut, comme Combini, avec des vidéos très courtes et des exercices applicatifs directs. Et des exercices applicatifs, c'est sur leur business en fait. C'est pas des cas pratiques comme à l'école. C'est vraiment travailler sur leur business. Qui fait partie de cette de ces oui-là? Qui sont ces oui-là? Alors c'est une grande variété d'entrepreneurs et nous, j'en discutais avec Farah avant. Plutôt jeunes? Non. Justement, on a une moyenne d'âge qui est à 32 ans, mais il y a une variété d'entrepreneurs, de la personne qui sort d'école. C'est assez rare qu'on accompagne des étudiantes, notamment parce qu'on demande aux personnes d'être disponibles 50% de leur temps. Donc ça va de la personne en fin d'études à des personnes qui ont 20-30 ans d'expérience. Et du coup, c'est assez riche parce qu'il y a une entraide intergénérationnelle aussi qui se crée dans les promotions. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on crée des promotions d'entrepreneurs où elles ont l'opportunité d'échanger entre elles, de collaborer entre elles et de s'entraider parce que c'est aussi ça qui est important. Et du coup, on n'a pas de profil type. Bien entendu, aujourd'hui, on tend vers les CSP+, et c'est quelque chose qui ne nous va pas parce on veut pas reproduire des schémas qui sont ceux de l'entrepreneur masculin qui sort de grande école et qui est blanc. Donc on fait tout un travail et on a des programmes inclusifs avec un accompagnement qui est gratuit et des accompagnements qui sont dédiés. Notamment, vous avez plusieurs programmes. Il y a le programme. On en a 15 en tout. Ouais, c'est ça. Et alors, donc je les citerai pas tous, mais vous pouvez aller sur Internet. Ils sont tous listés, expliqués. Et on a 3 stades d'avancement, comme je l'ai expliqué. Et notamment sur les programmes inclusifs, on a un accompagnement avec Pôle emploi. Donc les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi peuvent bénéficier d'un accompagnement court en émergence, suivant les agences, parce que c'est en Île-de-France pour le moment. On espère le nationaliser si Pôle emploi est là. Et on a aussi un accompagnement pour des jeunes filles en QPV. Donc pour aider les personnes parce que c'est des territoires qui sont les quartiers prioritaires de la ville. Oui, c'est ça. pardon. C'est des territoires qui sont très actifs, mais où il y a très peu d'accompagnement qui est proposé, et notamment auprès des jeunes filles, notamment auprès des femmes, alors qu'elles réussissent mieux que leurs compères masculins lorsqu'elles montent une entreprise. Donc c'est important aussi de les aider et d'avoir ce levier d'action. Donc les missions clés, c'est de rendre vraiment accessible l'entrepreneuriat, une volonté aussi dans la diversité, et puis un coût le plus faible possible, bien sûr, pour permettre à ces femmes d'entreprendre dans votre réseau et Exactement. accompagner, former, d'être armées justement pour avancer. C'est ça. C'est exactement ça. Vous avez totalement bien résumé. Voilà, j'aurais pas fait mieux. Alors pour les événements, il y a des événements qui arrivent bientôt. Pour Elle Bouge, là, il y a un certain nombre d'événements majeurs dans les semaines, dans les mois qui viennent. On organise plus de 500 événements toute l'année. Ah oui, d'accord. Donc c'est presque deux par jour. Un impact, oui, 2 par jour. Alors on a des événements nationaux et des événements régionaux, donc qui sont organisés, pris en charge directement par les délégations régionales. Donc là, on vient de passer la semaine de l'industrie. On a organisé 140 événements dans toute la France, donc dans 140 sites différents. Et le 8 décembre, c'est Elle Bouge pour l'orientation. Donc là, c'est une grande journée nationale et internationale. Et on a demandé aux collèges et aux lycées de France et les collèges et lycées français à l'étranger d'ouvrir leurs portes pour accueillir des marraines, pour qu'elles puissent témoigner auprès de groupes de jeunes filles directement au sein de ces établissements. Donc on va réunir des élèves de la 6e à la terminale. Et donc cette journée du 8 décembre, on a déjà 22 000 jeunes filles inscrites, et 2000 marraines qui vont se déplacer pendant 2, 3, 4 heures pour parler avec ces jeunes filles.
Voilà. Magnifique. Et ensuite, ensuite, on est en 2023. Donc, on a un grand forum, le forum Réseau et carrière au féminin. C'est 3 jours, 2 jours en digital, 1 jour en physique, de recrutement 100% féminin, où on demande à nos partenaires de proposer des offres d'emploi pour des stages, des alternances, des jeunes diplômés, des femmes diplômées qui veulent changer de société ou de poste, et des femmes en conversion professionnelle. Et particulièrement sur les fonctions de technicienne. Et donc la demande, c'est qu'ils féminisent les fiches d'emploi. Donc si on cherche une technicienne, on cherche une technicienne et pas un technicien FH. Voilà, on cherche une directrice d'usine et pas un directeur FH. Voilà, c'est pour qu'on puisse se projeter, comprendre que ce métier est fait pour nous, qu'on a le droit d'y postuler. Il faut aussi bien féminiser, donc directeur-trice à la rigueur ou directrice-teur, mais voilà. D'accord, donc féminiser les noms des métiers. Et les offres d'emploi. Il y aura la 6e édition aussi, dites-nous-en un tout petit mot, des Girls on the Move Week, qui se tiendront du 6 au 10 mars 2023. Ouais, exactement, dans le cadre du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Donc nous, on organise une semaine entière dédiée évidemment à l'égalité professionnelle, donc toujours avec des visites de chantier partout dans le monde et des tables rondes, des forums, donc ce sont toujours, on demande à nos marraines d'organiser ça. Donc sur leur site, on a des visites de chantier et c'est des événements qui sont absolument incroyables. Je disais cette année en 2022, le groupe Vinci, donc dans le BTP, a organisé 3 jours de visites de chantier en Bolivie. Et ce sont 300 jeunes filles, 300 collégiennes, lycéennes et étudiantes boliviennes qui ont visité leur site et qui ont découvert tous les métiers des bâtiments et des travaux publics en Bolivie. Et on a la même chose sur tous les continents et dans tous les pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais laisser peut-être le mot de la fin à Farah. Quel est votre projet de création d'entreprise? En tout cas, si vous pouvez nous en dire un tout petit mot. J'ai envie de dire, pour faire un peu de publicité, il y a une radio que j'écoute tous les jours qui s'appelle BFM Business. Ouais. Ils disent la France a tout pour réussir. Et aussi, ils disent que pour créer une entreprise, il faut qu'il y ait un problème. Et en ce moment, il y a beaucoup de problèmes, notamment dans le grand âge. On voit bien avec tout l'EHPAD bashing qu'il y a autour des EHPAD qu'on ne citera pas. Je trouve qu'il y a quand même un véritable sujet autour de la prise en charge et l'accueil, l'accompagnement des personnes âgées. Donc, mon projet serait plutôt trouver des solutions alternatives à l'hébergement en EHPAD. Voilà. Magnifique, super. Et on vous souhaite bonne chance dans ce nouveau projet. Willa, quels sont les projets dans les semaines, les mois à venir, peut-être de faire évoluer encore peut-être le site, les rendez-vous, les événements? Si on va très loin, si on vise la Lune, à 5 ans, on aimerait accompagner 100 000 femmes par an. Ouais. Et si on parle en mois, l'idée, c'est bien entendu d'aller plus vers les territoires et de pouvoir accompagner plus de femmes dans les territoires. Donc notre objectif en 2023, c'est de passer de 20% à 30% de femmes accompagnées qui soient hors Île-de-France. Bien entendu, toujours travailler notre inclusivité parce que pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir avoir des profils qui sont variés. Et quand on parlait de rôle modèle et justement, je pense que Amel, tu en parlais assez bien de dire que c'est des rôles modèles qui soient des femmes de l'ordinaire aussi. Et dans l'entrepreneuriat, il faut ça aujourd'hui. Il faut sortir en fait de la powerful woman, de la boss woman. Il faut montrer que les entrepreneurs, c'est tout type de femmes. Et donc nous, c'est ce qu'on veut faire au travers de l'accompagnement qu'on va proposer. Et donc du coup, accompagner plus de femmes. Et on a une étude qui va sortir en février. On aura pas mal de choses à annoncer en mars, comme tous les réseaux féminins, je crois. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se lancent et d'avoir une égalité sur la ligne de départ. Donc, on va aussi travailler le financement des entrepreneurs ces prochains mois. Pour avoir aussi un accès au financement qui est favorisé pour les femmes entrepreneurs. Voilà, c'est notre cheval de bataille de 2023. D'accord, magnifique. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour ces 3 beaux projets, ces réseaux.
d'accompagnement, en tout cas ces réseaux d'échange, on va dire, pour les femmes chefs d'entreprise. On a bien compris votre message. En tout cas, merci à vous. Bonne continuation, bon succès pour les projets de création.